Grand News, ravi de vous retrouver en ce mardi soir. L'artiste suisse Dan Escher, qui se présente comme un multi-casquette entre entrepreneur social, crée l'illusion avec des lasers, des images rassemblées juste pour vous. Comment la planète a-t-elle perdu sa banquise entre fin août et début novembre? C'est ce que l'on vous explique ce soir dans le Grand News avec Anna Moreau. Cette ligne rouge représente l'évolution de la quantité de banquise sur la planète en 2016. Pour la première fois depuis que des mesures systématiques sont menées, l'étendue totale de banquise décroche. Elle ne s'est pas reconstituée entre fin août et fin novembre, contrairement aux années précédentes. Pour expliquer cette chute brutale, il faut comprendre les caractéristiques locales de chacun des pôles. En Antarctique, jusqu'à présent, la banquise se maintenait à un niveau stable, voire s'étendait, en dépit du réchauffement. Derrière ce paradoxe, plusieurs phénomènes. Les vents se sont intensifiés, ce qui favorise le gel. Autre possibilité, la présence accrue de l'eau de fonte des glaciers terrestres. Une eau moins salée gèle plus facilement. Enfin, même si elles augmentent globalement sur Terre, en Antarctique, les températures restent encore très fréquemment en dessous de 0 degré. Au pôle Nord, en revanche, l'Arctique, la surface de la banquise se réduit comme une peau de chagrin depuis des décennies. Pour leurs observations, les scientifiques se réfèrent à son étendue à la fin de l'été, l'étendue estivale. Au cours des 30 dernières années, l'étendue estivale de glace de mer s'est réduite de 50%, soit plus de 3 millions de kilomètres carrés. Cette animation de la NASA est sans équivoque. En 2007, un rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat prévoyait qu'il n'y ait plus de banquise en été en 2080, si les émissions de gaz à effet de serre se poursuivent au rythme actuel. En 2013, le GIEC avançait de 2 à 3 décennies cette estimation. Mais si rien ne change, l'étendue estivale de l'océan Arctique pourrait bien être réduite à néant bien plus tôt encore. Surtout si les records de chaleur de l'année 2016 se reproduisent. Il a fait chaud, beaucoup trop chaud. En novembre, les températures journalières de l'air en Arctique ont excédé de 15 à 20 degrés, la moyenne des 5 décennies précédentes. En Antarctique, les températures ont été de 2 à 4 degrés supérieures à la moyenne. À cela se sont ajoutés des vents trop violents qui ont dispersé la glace. Comme en Arctique, la banquise antarctique n'est donc pas parvenue à se reconstituer normalement en cette fin d'année.
Résultat, en novembre 2016, l'étendue globale des glaces de mer n'a jamais été aussi basse à cette période. Un cercle vicieux pour le climat, car la banquise reflète les rayons du soleil et joue ainsi un rôle d'isolant entre l'océan et l'atmosphère pour préserver un air froid qui lui-même permet à la banquise de se reconstituer. Le fondateur du mouvement En Marche, Emmanuel Macron, tenait un meeting ce week-end en vue de la présidentielle de la 5e République qui se tiendra, je vous le rappelle, ce sera à fin mai 2017. Mais qui marche pour Emmanuel Macron, ce ministre? C'est Sylvie Chayette pour Le Monde qui nous l'explique. En Marche, c'est bien ce qu'a confirmé le mouvement du même nom créé par Emmanuel Macron. En effet, samedi 10 décembre, ils étaient entre 12 et 15 000 à être rassemblés au Parc des Expositions de Paris pour ce premier grand meeting. Alors, à titre indicatif, c'est à peu près 3 fois plus que le rassemblement de la gauche qui avait eu lieu tout juste une semaine avant, le 3 décembre, à la Villette, toujours à Paris. Alors pour en parler, nous sommes avec Françoise Fressos. Françoise, vous êtes éditorialiste au Monde. Alors la première question qu'on a envie de vous poser, c'est simplement comment on explique un succès d'un mouvement qui est né il n'y a même pas un an, il y a 8 mois. Je pense que Emmanuel Macron a plusieurs atouts dans sa poche. D'abord, il incarne le renouveau et vous voyez bien tout ce qui se passe depuis quelques mois dans la vie politique, c'est on sort les sortants, on essaye de chercher un homme qui a un langage un peu nouveau et qui sorte, si vous voulez, de cette alternance gauche-droite où finalement vous avez un nombre de chômeurs qui s'accroît, un pays un peu dépressif. Et Emmanuel Macron, il incarne un peu ça. On a vu l'outsider, entre guillemets, Fillon, à la primaire de la droite. Vous pensez qu'Emmanuel Macron est une menace pour, en tout cas, un danger pour le Parti socialiste? Ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que ces deux hommes incarnent finalement une ode au libéralisme en France qui a été très rétive au libéralisme. Alors Fillon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit de toute façon, vu l'état de nos finances publiques, vu l'état de nos impôts, vu l'état de la dépense publique, on ne peut pas faire autrement qu'une sorte de choc libéral avec une réduction massive du nombre des fonctionnaires et puis toute une série de mesures pour essayer de faire une politique de l'offre qui relance un peu l'activité avec la remise en cause des 35 heures, la réforme du marché du travail. Macron, il est sur un même discours assez libéral en disant, son analyse, c'est qu'il dit de toute façon l'État-providence est à bout de souffle. Donc maintenant, il faut sortir de ce discours en disant on va favoriser l'égalité de tous dans les structures actuelles. Il dit c'est plus possible parce que l'État n'a plus l'argent pour faire ça. Donc ils sont tous les deux libéraux, mais Macron, évidemment, par rapport à Fillon qui commence à avoir des difficultés, notamment, vous savez, sur la privatisation du petit risque maladie. Il a dit, en gros, je vais laisser le gros risque à la sécurité sociale, puis le petit risque, ça sera les mutuelles ou les assurances privées. Et on voit bien même qu'à l'intérieur de ses troupes à droite, ça commence à crisper. Macron, il est plus habile. Il dit, on va faire confiance à l'individu. Je suis libéral, je fais confiance à l'individu, mais il y a quand même des socles minimums de sécurité. Et par exemple, il dit, j'invente de nouveaux droits, notamment sur l'assurance chômage, où quand vous démissionnez de l'entreprise, vous pourrez maintenant bénéficier de l'assurance chômage. Et puis, surtout, il essaye de s'adresser à l'électorat populaire en disant je vous garantis des hausses de pouvoir d'achat par un transfert des cotisations maladie et assurance chômage des salariés sur la CSG. Donc, si vous voulez, il est un peu plus habile dans sa présentation, puis surtout, il évite aussi de prendre de front les fonctionnaires, qui sont quand même une base électorale d'autant plus importante que Marine Le Pen est en train d'essayer de mettre le grappin sur les fonctionnaires en disant moi je vous garantirai l'emploi et tout, alors que les autres sont beaucoup moins garantis. Alors côté soutien, on a entendu Ségolène Royal dimanche 11 décembre à la télévision qui disait qu'elle n'excluait pas de se ranger derrière Emmanuel Macron. Est-ce que vous vous attendez, Françoise, à ce que des socialistes traditionnels rejoignent le mouvement En Marche? C'est très compliqué. C'est très compliqué pour les socialistes parce que on sent que chez les Hollandais, une bonne partie est quand même très séduite par Emmanuel Macron. Il y a Ségolène Royal, il y a Jean-Pierre Mignard aussi, qui est un très proche de François Hollande. Et puis
Si vous voulez, tout le courant strauss-kahnien, je pense qu'il est assez tenté par Emmanuel Macron. La difficulté, c'est que choisir Macron aujourd'hui, c'est être contre le Parti socialiste. Ça veut dire se mettre en marge de la primaire, ça veut dire ne pas reconnaître les résultats de la primaire, et ça veut dire risquer de ne pas être investir aux législatives par le Parti socialiste. C'est pour ça que, pour le moment, les positions sont un peu gelées. Tant qu'on n'aura pas le résultat de la primaire de la gauche, Macron, il n'aura pas beaucoup de socialistes derrière lui, à part ceux qui n'ont plus rien à risquer, par exemple Gérard Collomb, qui est le maire de Lyon, qui lui n'a plus aucune preuve à faire parce qu'il a une ville et il a bâti son fief. Mais pour les jeunes, par exemple, c'est très difficile d'être en sécession du Parti socialiste parce qu'il y a le problème des législatives. Après, il faudra regarder ce qui se passe au moment de la primaire, c'est-à-dire que si par exemple Montebourg gagne la primaire, qu'est-ce que feront les Hollandais? Est-ce qu'à ce moment-là, certains ne seront pas tentés d'aller voir Macron? L'autre chose aussi, c'est dans quel état, si par exemple Valls remporte la primaire, dans quel état il la remporte? Et à ce moment-là, est-ce qu'à un moment, il ne faudra pas qu'il pactise avec Macron? Vous voyez, pour le moment, c'est très difficile de savoir ce qui va se passer. Mais on sent qu'il y a quand même une dynamique du côté de Macron et qu'on sent un Parti socialiste qui est, si vous voulez, qui poursuit sa longue désintégration avec un nombre de candidats record à la primaire et des difficultés à sortir de leur petite combine interne pour parler à l'opinion. Merci beaucoup Françoise pour ces explications. Et pour plus d'informations, rendez-vous dans les pages du Monde ou sur lemonde.fr. L'ouverture du tunnel le plus long de l'histoire a été présentée en Suisse. C'est l'image du jour. Regardez. Der Chef der SBB und ich freue mich, Sie im Namen der SBB. Guten Morgen, guten Tag, guten... Buongiorno, benvenuti in questo giorno meraviglioso, tanto simbolico. C'est la fin de ce grand news. Dans un instant, vous retrouvez la méthode de Jean-Pierre Buffet suivie de la Bourse de Paris et du journal de l'économie. Je vous retrouve bien sûr demain à 20h30. Je vous souhaite une très belle soirée et d'avance, merci pour votre fidélité. À demain donc à 20h30. Belle soirée avec nous. À demain.